présent. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Bienvenue à cette session de formation. Quand tu sais Dans un instant, nous démarrons. que ce rêve ne vient pas de toi, même si Prends la peine de venir t'asseoir confortablement. persévère, Prends ton stylo, prends ton bloc-notes. persévère, Il y aura des choses importantes que tu vas entendre ce soir. Il y a des choses importantes que tu vas entendre dans cette formation. Alors prends ton stylo, prends ton bloc-notes. Dans juste quelques instants, nous allons démarrer. car sa parole, elle s'accomplira. Bienvenue à cette deuxième session de formation sur le thème « Je crée mon business rentable avec peu de budget ». Alors, dans cette vidéo, dans cette session de formation, nous allons parler d'un autre thème qui est comment garantir votre succès dans un business. En guise de rappel, dans la vidéo numéro 1, nous avons appris comment démarrer un business avec peu de budget, ou si vous voulez, nous avons évoqué la question de comment démarrer un business à partir de 0 francs. Est-ce un mythe ou une réalité? À travers mon témoignage et beaucoup d'autres entrepreneurs, nous avons compris qu'il est bel et bien possible de démarrer un business avec très peu de budget, pourvu que nous ayons les bonnes méthodes, pourvu que nous ayons le bon mindset, pourvu que nous ayons les bonnes attitudes. Alors, dans cette vidéo numéro 2, nous allons continuer dans cette même veine, dans cette même logique. Et cette fois-ci, je vais vous donner un outil que j'ai mis sur pied de A à Z, un outil que j'ai conçu, qui vous permettra de garantir votre succès dans n'importe quel business qu'on vous présente. Que ce soit un business que vous voulez monter vous-même, que ce soit un investissement que vous voulez réaliser, cet outil que je m'apprête à vous montrer dans cette formation, à vous révéler dans cette formation, vous permettra d'avoir une position objective pour pouvoir prendre des décisions qui peuvent garantir votre succès dans l'entrepreneuriat. Alors, comme vous le savez, j'ai pu mettre en quelques années sur pied plusieurs business dans différents domaines d'activité, mais présenté ici, on a l'impression que les choses se sont toujours très bien passées, que non. J'ai commencé l'entrepreneuriat depuis le primaire. J'étais en classe de CM1 quand j'ai été fait président de coopérative. Ceux qui ont fait l'école avec moi le savent, EPP Plateau à Boisseau. J'étais en classe de CM1, j'étais président de coopérative, c'était mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Depuis lors, j'ai toujours eu quelque chose à vendre à mes amis. Au lycée, c'était des papiers millimétrés. En tout cas, j'avais toujours une activité à proposer à mes proches, à mon entourage, parce que la fibre entrepreneuriale est en moi depuis mon bas âge. Je vous dis cela pour vous dire que quelqu'un qui a commencé tôt a aussi beaucoup échoué. Et aujourd'hui, j'aime dire aux gens que j'ai eu le privilège de beaucoup échouer en business. Et chaque échec a été pour moi une manière de me former. Chaque échec a été pour moi une manière de mieux apprécier les choses. Chaque échec a été pour moi une expérience. Je connais plusieurs personnes qui, après avoir échoué en business, ont décidé de ne plus jamais y retourner. Ce n'est pas forcément la bonne attitude, même si vous avez vos raisons. Mais je suis d'accord avec vous, et je peux vous le dire avec assurance, perdre de l'argent ou bien de l'énergie dans un investissement n'a jamais été une chose révisante, n'a jamais été une chose qui rend heureux. On investit, c'est pour gagner. On n'investit pas pour perdre. Alors perdre de l'argent dans un business forcément nous rend malheureux. Malheureusement, oui, malheureusement, par ignorance de certains principes aujourd'hui que moi j'estime simples, certains principes aujourd'hui que j'estime basiques, beaucoup de personnes investissent dans des activités
Et au final, ces activités-là s'avaient infructueuses. Alors, pour éviter cette situation, j'ai conçu cette formation, ce module de formation, je dirais mieux cette mini-formation, parce qu'elle est toute petite, elle va vous prendre 30 minutes au maximum, pour vous présenter 4 filtres, ou du moins 4 éléments, par lesquels vous devez évaluer toute idée de business qu'on vous propose, par lesquels vous devez évaluer tout investissement qu'on vous propose, avant d'y investir un seul centime. Donc, cette méthode vous permettra de pouvoir choisir habilement les business. Pourquoi? Parce que, par ignorance, certains business qui clairement garantissent votre échec, vous y entrez parce que vous n'avez pas les bonnes attitudes, vous n'aviez pas les filtres qu'il fallait pour pouvoir évaluer ces business avant d'y investir un seul centime. Alors, cela dit, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous voyez sur votre écran? Oui, la question semble être évidente, mais répondez, qu'est-ce que vous voyez sur votre écran? Une noix de coco. Ok, il n'y a pas de piège, c'est la réponse. Des noix de coco ou une noix de coco. Mais on retiendra que c'est une noix de coco que je vous ai présentée. Alors, permettez-moi à ce stade-là de vous poser une question qui est assez bizarre. Est-ce que une noix de coco peut avoir une forme carrée? Je reprends. Est-ce que une noix de coco peut avoir une forme carrée? J'attends vos réponses. Est-ce que une noix de coco peut avoir une forme carrée? Alors, je pense que vous avez répondu. Donc, en guise de réponse, c'est clair que une catégorie et la majorité répondra non. Oui, parce que la plupart d'entre vous n'a jamais vu un coco de forme carrée. La plupart d'entre vous n'a jamais pu voir ou bien n'a jamais rencontré depuis qu'il est né une noix de coco de forme carrée. Mais malheureusement, l'on a tendance à croire que ce qu'on n'a jamais vu n'existe pas. Or, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas parce que vous n'avez jamais vu quelque chose, ce n'est pas parce que vous ignorez quelque chose que celle-ci n'existe pas. On est d'accord? Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais vu, je veux dire, quoi par exemple? Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais vu une mer de sabre, je dis n'importe quoi, peut-être que ça n'a pas de sens, peut-être que vous n'avez jamais vu une mer de couleur rouge, que vous allez dire que ça n'existe pas, alors que je crois savoir que la mer rouge existe. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez jamais vu quelque chose que la chose n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais vu une noix de coco de forme carrée que vous allez penser que ça n'existe pas. Ok. Maintenant que j'ai dit ça, certaines personnes sont en train de se dire tout de suite, ah, c'est qu'il existe des cocos de forme carrée. C'est clair aussi que ce n'est pas parce que je viens de le dire ici que vous allez affirmer qu'il existe des noix de coco de forme carrée. Là encore, c'est une erreur. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous décrit quelque chose que cette chose existe forcément dans le monde physique. Je vois que certaines personnes commencent à dire mais où on veut en venir. Bref, la seule leçon que je souhaite que vous reteniez, c'est quoi? C'est que il n'y a que la connaissance qui peut vous permettre d'avoir accès au succès. Si vous n'avez pas la connaissance, les gens vont jouer avec votre esprit comme je le dis. Il n'y a que la connaissance qui peut garantir votre succès. Il n'y a que la connaissance qui vous permettra d'avoir une position objective sur chaque sujet. Si vous êtes ignorant, vous êtes plus proche de l'échec que du succès. Bref, revenons à notre coco carré. Alors, ce que je m'apprête à vous expliquer maintenant n'a absolument rien à voir avec les fruits, n'a absolument rien à voir avec les formes, mais j'ai juste utilisé l'expression coco carré pour ne pas que vous ayez à oublier
cette méthode que je vais vous apprendre, qui s'appelle la méthode du coco carré. Je souhaite que vous puissiez vous approprier cette expression pour que désormais vous puissiez soumettre tous vos business au test du coco carré. C'est clair que vous ne pourrez pas oublier l'expression coco carré après ce que je viens de vous dire sur le coco carré en termes de un coco petit être carré. Partout où je suis passé avec cette formation, les personnes n'ont pas pu l'oublier à cause de cette introduction que j'ai faite. Bref, le coco carré en gros c'est quoi? En vrai c'est quoi? Le coco carré est ce qu'on appelle un acronyme. En français, un acronyme est un terme technique qui désigne un mot constitué à l'origine des initiales d'autres mots. Donc, comme acronyme, nous avons par exemple OMS, Organisation mondiale de la santé. Comme acronyme, nous avons OVNI, objet volant non identifié. Comme acronyme, nous avons UNICEF, plein d'autres acronymes que vous connaissez. Le coco carré est simplement donc un acronyme. Un acronyme qui est composé de 4 mots. Les mots qui composent cet acronyme, c'est comprendre. Le premier co, c'est comprendre. Le second co, c'est contrôle. Le K, c'est cadre juridique. Et enfin, le R, c'est revenu. Alors, qu'est-ce que le coco carré? Comme je vous le disais tantôt, le coco carré est un outil puissant qui va vous permettre d'éviter de perdre de l'argent dans des business infructueux. Alors, le coco carré, je l'assimile à un filtre, les passoires, ok, par lesquels vous devez passer toutes les propositions d'investissement qu'on vous présente. Si vous êtes intéressé par un business, soumettez-le au coco carré. Si on vous présente un investissement, soumettez-le au coco carré. Et si ce test est concluant, vous pouvez vous y lancer. Je compare aussi le coco carré à une sorte de feu tricolore. D'accord? Et ce feu tricolore-là a 4 feux. Chaque élément du coco carré est un feu. Et si il est vert, c'est-à-dire si le test est validé, vous passez au feu suivant, vous passez au test suivant, jusqu'à ce que vous atteigniez le 4e feu. Alors, les 3 premiers feux sont très importants. Il faut qu'ils soient verts, c'est-à-dire il faut que vous les ayez validés pour vous assurer que votre business il est bon, il répond à votre profil, il peut garantir votre succès. Et le 4e feu, il n'est pas indispensable, mais il est idéal. Ça veut dire quoi? Si les 3 premiers feux sont verts et que le 4e n'est pas vert, vous pouvez foncer. Mais si l'un des 3 premiers feux n'est pas vert, alors il y a de gros risques dans le business que vous voulez faire. Pour faire simple, le coco carré est un test pour sélectionner les business qu'on va vous présenter. Alors, pourquoi vous devez utiliser le coco carré? Vous savez, plusieurs personnes dans mon entourage ont investi dans des business qui présentaient même les signaux de l'échec. Mais elles s'y sont aventurées parce qu'elles n'avaient pas, je le dis, je le répète, elles n'avaient pas des indicateurs pour savoir que ça allait être un échec. Je connais tellement de personnes qui ont emprunté avec la banque pour entrer dans le transport et au final ont connu un échec. Je connais tellement de personnes qui ont emprunté avec la banque ou bien qui ont pris leurs économies pour entrer dans l'agriculture, pour aller faire champ de manioc, pour aller faire champ de tomates, pour aller faire champ de piment bec rouge ou quoi, mais qui malheureusement ont échoué. Je connais tellement de personnes qui sont rentrées dans le marketing de réseau, qui ont payé des grosses sommes d'argent, parfois 300 000, 350 000, mais qui malheureusement ont échoué. Alors que pour ces mêmes activités-là, d'autres personnes y sont entrées et elles ont eu du succès. Donc, on a amené à se dire que le problème, ce n'est pas l'activité en tant que telle, mais c'est celui qui a fait l'activité qui avait un problème. N'est-ce pas? C'est pourquoi quand plusieurs personnes me contactent, me demandent mais quel business je nous conseille, je leur envoie en même temps le test, le coco carré. Parce que un business peut marcher pour moi, Christian Komou, mais peut ne pas marcher pour toi. Parce que tu n'as pas mon profil. Parce que quand je l'ai soumis à mon profil, quand j'ai soumis ce business à mon profil, c'est-à-dire ce test coco carré, il a été favorable.
Mais si toi tu le fais, il ne sera pas favorable. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre tout à l'heure, on va entrer dans le vif du sujet. Tout ce que je dis maintenant est très important pour que quand j'ai commencé à vous développer ce que c'est que le coco carré, votre compréhension soit parfaite et totale. Donc ne vous inquiétez pas, on y va pas à pas, on va y arriver. Alors, je disais tantôt que quand on échoue dans un business, il y a forcément des raisons. Et il y a un adage qui dit que les mêmes causes produisent toujours quoi? Les mêmes effets. Donc, si tu veux éviter d'échouer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller découvrir qu'est-ce qui a entraîné l'échec des autres. D'accord? Donc, en utilisant ce test du coco carré, on pourra valider tout business qui nous intéresse, soit parce qu'on veut le faire nous-mêmes, ou bien parce que on veut saisir une opportunité d'investissement qu'on nous a présentée. D'accord, je suis d'accord avec vous. Le risque zéro n'existe pas en business. Mais le bon entrepreneur, c'est celui qui justement sait apprécier le risque. Ce n'est pas celui qui prend les risques à tout vent, comme quoi, voilà, qui ne risque rien à rien. C'est vrai qu'il ne risque rien à rien, mais il n'est jamais intéressant de perdre de l'argent dans un business où on aurait pu éviter cela. Cela dit, entrons maintenant dans le test coco carré. Alors, je vous ai dit que le premier élément, c'était comme comprendre. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez entendu parler une fois de crypto-monnaie? Deuxième question. Est-ce que vous avez une fois entendu parler de crowdfunding? Crowdfunding, je suis presque sûr que vous en avez entendu parler. Parce que c'est l'actualité en ce qui concerne les business des réseaux. Et plusieurs personnes m'ont appelé pour me demander mon avis sur crowdfunding, sur voilà, ces business de réseau comme la crypto-monnaie. Alors, je vais profiter pour vous donner mon avis sur le sujet. J'ai vu des gens de mon entourage gagner beaucoup d'argent à travers crowdfunding. J'ai vu des gens de mon entourage gagner de l'argent dans la crypto-monnaie. Mais moi particulièrement, quand bien même je suis pour la diversification des revenus, quand bien même je suis pour les opportunités d'investissement, je ne m'intéresse pas encore à ces business, pas parce qu'ils ne sont pas rentables, mais parce que le premier code n'est pas validé chez moi. Le premier code, c'est quoi? C'est comprendre. Oui, je ne comprends pas comment fonctionnent ces business. Je ne me suis pas encore approprié ces business. Je ne suis pas à l'aise avec ces business où il faut recruter forcément des personnes en dessous de soi. Alors je ne m'y aventure pas. Bien, chers amis, tant que vous ne comprenez pas le fonctionnement d'un business qu'on vous présente, tant que vous n'êtes pas à l'aise avec le fonctionnement d'un business qu'on vous présente, quelle que soit la rentabilité de celui-ci, ne vous y aventurez pas parce que votre échec sera assuré. Pourquoi votre échec sera assuré? Parce que en business, vous devez pouvoir prendre des décisions avisées face au risque. Donc, si vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissements du business qu'on vous présente, si vous ne connaissez pas les conséquences de chacun de vos choix, alors vous serez exposé à l'échec. C'est valable même quand vous ne tenez pas les manettes de votre business. Il vous faut au moins comprendre où va votre argent. Je prends pour exemple le cas d'une amie. Une amie qui avait ses deux parents à investir dans un fonds de placement. Un fonds de placement commun. D'une manque de la place. Un fonds de placement commun, c'est des produits que proposent les banques. Hein. C'est la bourse. Voilà, mais c'est un produit propre aux banques. Alors, 2 ans après leur souscription, elle et ses parents se renseignent sur l'état de leur portefeuille, en vue de voir les gains qu'elles ont bien pu réaliser. Et je vous assure, la surprise a été désagréable. Elles étaient déçues de voir que leur solde était inférieur à leur capital. Elles étaient déçues, elles et ses parents, de voir que l'argent qu'elles ont investi avait fortement diminué, quand bien même le commercial qui les a prospectés leur avait garanti une rentabilité certaine.
Alors, après échange avec elle, je me suis rendu compte que elle ne savait absolument rien de la bourse et encore moins d'un fonds d'investissement et de son fonctionnement. Non pas elle, ses parents non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont juste investi parce que le commercial qui lui a présenté le produit était un proche de la famille et parce qu'il lui a promis des intérêts juteux en garantissant le capital de départ. Malheureusement, les investisseurs en bourse savent que les 2 années en arrière, les 2 ou 3 années en arrière, la bourse a connu des chutes pas possibles. On a échangé, je suis parvenu à la calmer, à lui faire comprendre les choses. J'ai même eu ses parents au téléphone. Et cet échange-là a bien pu leur éviter une situation plus désastreuse parce que qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils ont demandé au gars, sur un coup de colère, de mettre fin, voilà, qu'il sortait du fond et tout. Alors que si là, ils prenaient cette décision à ce moment précis, ça allait entériner leur moins-value, alors qu'en patientant, leur position aurait pu se corriger et ils auraient pu rentrer dans une phase où ils n'auraient pas contracté des pertes. Alors, pour éviter ce genre de situation, je vous recommande d'investir seulement dans un business que vous comprenez. D'accord? Si vous ne comprenez pas comment fonctionne l'investissement que vous allez faire, alors n'investissez pas. Le conseil que je peux vous donner, l'une des meilleures façons de faire un investissement, c'est d'être patient et puis d'apprendre. Laissez-vous un délai de réflexion. Oui, c'est important. Si vous voulez investir de l'argent ou vous lancer dans un business, ne vous précipitez pas parce qu'on vous a dit que l'offre est limitée. Oui, il y a une promotion. Si tu ne rentres pas, jusqu'à vendredi, la promotion va finir. Alors tu es embrouillé sous la pression, tu rentres, après tu regrettes. Prends un temps de réflexion. Et si tu ne comprends pas, prends la peine de bien bosser ça. De plus en plus, on me parle de CrowdOne. On m'a même inscrit avec un pass gratuit. Alors j'ai décidé de comprendre ce qu'on appelle CrowdOne. J'ai un proche qui a eu beaucoup d'argent en CrowdOne, mais parce que je vous assure, il est calé sur la question CrowdOne. Il est actif, il aime le marketing de réseau, il n'est pas mal à l'aise pour approcher les gens, pour leur présenter son business. Il organise constamment des sessions de formation sur WhatsApp. Toi, tu sais que tu ne peux pas le faire et que parce que tu as vu que sa vie a changé en un rien de temps, tu veux le suivre, tu vas échouer et tu vas venir dire que CrowdOne est un mauvais business. Je ne te dis pas si CrowdOne est un bon ou un mauvais business, mais je suis en train de te faire comprendre que si tu ne comprends pas le fonctionnement d'un business, si tu n'es pas à l'aise avec un business, quelle que soit la rentabilité de celui-ci, si tu t'y aventures, tu es proche de l'échec. On est d'accord? Alors la question que tu peux me poser, c'est comment faire si tu es intéressé par un business? C'est simple. Premier conseil, donne-toi un délai de réflexion assez bref. On ne va pas dire prendre 3 mois, 6 mois pour réfléchir. Mais je vais dire, ne te laisse pas influencer par la pression. Parce que, à la vérité, ce que tu ne connais pas va te coûter cher. Ce délai de réflexion, il va te permettre de rassembler les informations qu'il faut. Il va te permettre d'avoir l'esprit net pour décider si ce business-là, il est fiable ou pas. Si tu es à l'aise avec lui ou pas. Mais la deuxième chose très importante que je te recommande, c'est de te former avant de te lancer. Tu veux entrer dans l'immobilier, tu veux entrer dans le transport, tu veux entrer dans la bourse, tu veux entrer dans le e-commerce, tu veux entrer dans le commerce, tu veux entrer dans l'agriculture. Quel que soit ce que tu veux faire comme business, il faut te former avant de commencer. Quand on parle de formation, peut-être que tu penses que je dis non, il faut aller forcément à l'école, avoir un diplôme. Non, la formation n'est pas forcément formelle et sanctionnée par un diplôme. Je suis en train de te dire, il faut avoir toutes les informations nécessaires qui vont te permettre de pouvoir avoir une bonne longueur d'avance sur les autres. Et cette formation-là, elle peut se faire par différents canaux. Elle peut se faire à travers, par exemple, YouTube. Elle peut se faire à travers Google. Elle peut se faire en achetant des livres. Elle peut se faire en suivant des formations. Elle peut se faire en achetant des formations. Elle peut se faire en participant à des formations comme celle que je suis en train de te donner maintenant. Mais accepte d'investir en toi-même pour te former. Sinon, si tu ne le fais pas, tu vas regretter. Quand tu es intéressé par un domaine d'activité, il faut te former avant de rentrer. Je vais te donner l'exemple du transport. Comment se former quand on veut rentrer dans le transport?
J'aime prendre l'exemple du transport parce que moi aussi j'ai échoué dans le transport. Parce que beaucoup de mes proches ont échoué dans le transport. Et avec du recul, j'ai compris pourquoi moi et plusieurs personnes nous avons échoué dans le transport alors que d'autres personnes y ont bâti une fortune. Pourquoi on échoue dans le transport? Alors, beaucoup ont échoué dans le transport parce que quand on voulait se lancer, on s'est contenté d'écouter une seule partie, ou du moins, on s'est contenté de ne pas bien se former. La plupart d'entre nous entrés dans le commerce du transport, dans le transport, parce qu'on a parlé avec un chauffeur de taxi et il nous a dit la recette fait 17 000 francs. On a pris notre calculatrice, on a multiplié 17 000 francs par 30. On a trouvé quelque chose d'environ de 510 000, je crois. Et on s'est dit, voici un bon investissement. Même si on fait comment, au moins je peux avoir 350 000. Tu avais pris un prêt bancaire de 8 millions, de 6 millions. Tu es entré, tu as pris des taxis. Et voilà que tu t'es rendu compte que c'était une très mauvaise affaire. Tu as fait une mauvaise affaire parce que tu t'es contenté d'écouter seulement les chauffeurs. Désormais, si vous voulez rentrer dans le transport, voici les 3 personnes auprès desquelles vous devez vous informer en vue de vous former. Vous avez fini d'écouter les chauffeurs. Adressez-vous aux propriétaires et les gérants de taxi. Eux, leur position, leur vision n'est pas forcément la même avec celle des chauffeurs. Ils vont vous dire des choses qui sont importantes. Ils vont vous dire des choses que vous avez besoin de connaître. Ils vont vous dire des choses que les chauffeurs ne vous ont pas dit. Quand le chauffeur parle, il regarde dans son intérêt. Il se dit que certainement tu vas lui confier le véhicule ou bien tu vas le confier à l'un de ses proches. Alors il te parle avec beaucoup d'éloquence. Mais quand le propriétaire te parle, il te parle avec réserve. Il te parle avec vérité. Il te parle avec calme. Il te parle avec une autre réalité. Mais en plus, après avoir fini de parler avec les propriétaires, il faut s'adresser maintenant aux mécaniciens. Oui, les mécaniciens pourront vous conseiller sur le type de véhicule qu'il faut. Ils pourront vous dire combien de fois il faut faire la vidange, comment il faut entretenir le véhicule. Quand vous avez fini de rassembler toutes ces informations, alors vous êtes à mesure de décider si vous êtes capable ou pas de vous lancer dans le transport. Chers amis, chers apprenants, le transport n'est pas mauvais en soi. Mais c'est ton profil qui n'était pas valable pour pouvoir réussir dans le transport. Donc désormais, comprends que si tu veux monter un business, il te faut comprendre le fonctionnement de celui-ci en interrogeant tous les acteurs de ce secteur d'activité. Ne te contente pas de regarder la recette, ne te contente pas de regarder la rentabilité et puis rentrer là-dedans. Tu veux rentrer dans l'agriculture? Est-ce que tu as parlé avec ceux qui l'ont déjà fait? Est-ce que tu as parlé avec celles qui vendent le fruit de ta récolte? Est-ce que tu as parlé avec les transporteurs qui vont transporter ton produit quand tu vas le produire dans ton village? Non, tu ne l'as pas fait. Alors, ne te contente pas de dire que le kilo de tomates fait 1500 francs sur le marché, alors tu t'en vas faire 2 hectares de tomates ou bien 2 carrés de tomates. Voici l'erreur. Une autre erreur que vous pensez ou bien un autre préjugé que vous faites, c'est de croire que les gens cachent les informations. Non, les gens sont généreux en informations, mais ça dépendra de comment vous les abordez. Si moi, tu m'écris sur Internet, tu me dis comment faire pour vendre en ligne, je ne vais pas te répondre. Par contre, si tu arrives à me prendre en amitié, si tu arrives à me prendre en sympathie, alors facilement, je vais te révéler mes secrets. Vous comprenez? Donc, adoptez la bonne technique d'approche face au dévancier. C'est quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin dans lequel tu t'apprêtes à entrer. Il est pour toi un mentor. Approche-le avec respect, approche-le avec stratégie et il n'hésitera pas à te partager ses connaissances. Même si une seule personne t'a dit non, va à une autre jusqu'à ce que tu sois suffisamment prêt avant de te lancer. Bref, forme-toi, donne-toi du temps pour être prêt avant de te lancer. Que ce soit dans un business que toi-même tu vas faire, ou bien que ce soit dans un business que tu vas confier à des gens pour faire, il faut que tu aies une compréhension de ce business. Je ne te demande pas d'être un calé, d'un érudit, d'un expert sur la question, mais je te demande de comprendre au moins le fonctionnement de ce business, de telle sorte que tu puisses prendre des décisions avisées. C'est bon? J'espère que tu comprends. Ok. Donc, c'est le premier test à soumettre à toute idée de business qu'on te propose. Le test de la compréhension. Est-ce que je comprends le business qu'on m'a présenté? Si tu as compris cette étape, nous allons passer à la deuxième étape qui est le deuxième co. Et ce deuxième co-là, c'est contrôle. Alors, le contrôle, c'est quoi? Le mot contrôle nous ramène à 2 réalités. La première réalité a trait à l'audit, à la vérification. Mais la deuxième réalité nous a trait à la liberté au pouvoir. La plupart d'entre vous, vous êtes peut-être salarié, ou bien vous n'avez pas suffisamment de temps, vous avez déjà un business, et vous voulez monter
un business que vous allez confier à un gérant, c'est surtout là qu'intervient le contrôle. Plusieurs business rentables ont malheureusement fait faillite parce que ils ont été mal gérés par les employés. C'est pas parce que ce business n'était pas rentable. C'est pas parce que vous n'avez pas compris le fonctionnement du business. Mais c'est simplement parce que vous n'êtes pas tombé sur des gérants loyaux. Alors, chers amis, candidats à l'entrepreneuriat, chers amis entrepreneurs, désormais, si vous voulez monter un business, assurez-vous que vous avez un moyen de contrôle sur ce business. Vous êtes par exemple salarié et il est clair que vous voulez développer vos revenus, vous voulez investir dans un business. Malheureusement, la majeure partie des salariés, des personnes qui sont déjà en activité, passent leur temps au service de leur employeur. On voit certaines personnes travailler du lundi au vendredi, certains même travaillent les week-ends. Et ce n'est pas toujours très évident que vous puissiez vous-même piloter votre business. Dans ce cas, vous êtes obligé de confier votre business à un gérant. Alors, si vous n'avez pas de moyens de contrôler avec rigueur ce business et qui s'avère que le gérant sur lequel vous êtes tombé est déloyal, ou bien peut-être qu'il est incompétent, souvent il est loyal mais il est incompétent, il se perd dans ses chiffres, il ne sait pas parler aux travailleurs, enfin aux clients et autres, alors vous risquez de d'échouer lamentablement. Plusieurs business sont tombés pour ça. Hein? Alors, ce que je vais vous dire, sur le premier point, audit et vérification. Quand on parle avec des exemples concrets, on comprend mieux. Imaginez, vous avez un jeu vidéo, une salle de jeu vidéo, où vous avez un moulin, les machines pour pouvoir, on va dire quoi, écraser le manioc par exemple. Est-ce qu'en fin de journée, il vous est possible de savoir combien de personnes sont entrées dans votre salle de jeu vidéo, combien de personnes ont joué votre jeu vidéo? Pareil. Est-ce que le soir, il vous est possible de pouvoir savoir combien de machines, enfin combien de clients sont passés à votre moulin? Non, ce n'est pas très évident. Par contre, si vous vendez des vêtements, par contre, si vous vendez par exemple des bouteilles de gaz, le soir, au moment de faire le point avec votre gérant, il vous est facile de savoir que vous lui avez donné 10 vêtements, il en manque 3, alors 3 ont été vendus. Si vous vendez par exemple des livres comme moi, et que vous savez que vous en avez confié 100 au gérant, au moment de faire le point, s'il en manque 10, alors vous attendez l'argent de 10, c'est pareil pour les bouteilles de gaz. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Il y a des business dont le contrôle est plus facile par rapport à d'autres. Alors privilégiez ces business pour lesquels il y a des moyens d'auditer, il y a des moyens de vérifier le stock, il y a des moyens de s'assurer que le gérant n'est pas en train de s'enrichir à votre détriment. On a vu tellement de gérants grossiers alors que le propriétaire, celui qui a emprunté l'argent avec sa banque pour investir, il est malheureux alors que le gérant, il s'en réjouit. Simplement parce que vous n'avez pas mis sur pied les outils de contrôle qu'il fallait. Quand vous rentrez dans un business, demandez-vous comment je peux contrôler ce business, comment je peux vérifier la loyauté de ce gérant. Si les outils n'existent pas, montez vous-même les propres outils. Je dis n'importe quoi. Peut-être que pour votre jeu vidéo, vous allez trouver un système informatisé de telle sorte que on paye à la caisse et un ticket est donné pour qu'il puisse avoir accès au jeu. Par exemple. Pareil pour votre moulin, ou bien si vous avez un salon de coiffure, si vous savez que vous ne pouvez pas contrôler le nombre de coiffures qui ont été faites par jour, vous pouvez fixer un montant par jour à celui qui a votre salon de coiffure. C'est aussi un moyen de contrôle. Vous lui dites, tiens, si tu veux, il faut coiffer 10, 20, 30 personnes aujourd'hui, moi je veux 5 000 francs par jour. Privilégiez ce genre de collaboration où vous réduisez la marge de manœuvre du gérant. C'est ce qu'on appelle contrôler un business. Si vous ne pouvez pas contrôler un business, malgré sa rentabilité, vous allez faire du bien au gérant, mais vous-même, vous allez être le gros malheureux. D'accord? Mais le contrôle dont je parle implique aussi la liberté et le pouvoir. Ça veut dire quoi?
Quand je dis c'est un peu que la liberté, le pouvoir, c'est votre capacité à vous retirer du business au moment où vous voulez, sans dépendre d'une tierce personne. J'ai un taxi, je ne veux plus faire le taxi, j'arrête de le rouler, à la limite, je vends le véhicule. Mais regardez un truc comme CrowdOne. Si tu rentres dans CrowdOne, ou du moins tout autre marketing de réseau, ou bien, je sais pas moi, agro-business en son temps, je vais vous en parler tout à l'heure. Quand tu rentres dans un tel business, au moment où tu veux sortir, est-ce que tu as la possibilité d'arrêter quand tu veux et rentrer en possession de ta mise de départ? Non, ça ne dépend pas de toi, ça dépend d'une tierce personne. Du coup, si tu n'as pas amorti ton capital que tu veux arrêter, alors tu vas retirer à pète. Donc c'est important. Avant de rentrer en business ou bien avant d'investir dans un business, demandez-vous, au pire des cas, si j'arrête, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux rentrer en possession de mon argent ou bien d'une partie de mon argent ou bien je vais dépendre d'autres personnes? Voici la question. Par exemple, à la bourse, vous avez le contrôle sur vos actions. Si aujourd'hui vous ne voulez être actionnaire d'EcoBank, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un ordre de vente et puis vous vendez vos actions EcoBank. Vous ne dépendez pas de qui que ce soit. C'est vrai que vous dépendez du marché, mais je veux dire, vous avez la possibilité de dire, je veux me débarrasser de mes actions EcoBank par exemple. Ou bien, je veux me débarrasser de mes actions CIE par exemple. D'accord? J'espère que vous avez compris. Donc, comprenons que avoir le contrôle sur un business, c'est avoir la possibilité de l'auditer, de vérifier, s'assurer que le gérant nous fait des bons comptes, ou bien mettre sur pied des outils pour vérifier ses comptes et sa comptabilité. Deuxième chose, est-ce que le business me permet de me retirer à mon rythme quand je veux, sans que ma mise ne dépende d'une tierce personne? Si on arrive à valider ce contrôle-là, alors le feu il est vert, vous pouvez passer au feu suivant. J'espère qu'on se comprend. Le coco est validé. Premier coco comme comprendre, il faut comprendre le business. Deuxième coco comme contrôle, il faut contrôler le business. Et une fois que vous avez compris le business, vous l'avez contrôlé, nous allons aller au troisième feu, au troisième filtre qui est maintenant cadre juridique. Cadre juridique. Alors, on a compris le business. On a un moyen de contrôle. La troisième question qu'on va se poser, c'est est-ce que cette opportunité qu'on me présente ou bien qu'est-ce que ce business que je veux faire obéit à ces trois exigences au plan juridique? La première exigence, le business doit être légal et licite. La deuxième exigence, il ne doit pas avoir une absence juridique, il ne doit pas avoir un vide juridique. Troisième, il faut qu'il y ait une couverture juridique pour chacune de vos collaborations. Je vous explique. Alors, quand on dit un business est légal et licite, ça veut dire que ce business-là, il n'est pas en porte-à-faux avec la loi. Ça veut dire que ce business-là, il se fait selon la loi du pays dans lequel vous êtes. Chers amis, toute activité que vous allez faire, je vous recommande qu'elle soit licite pour éviter non seulement des soucis avec les autorités judiciaires de votre pays, mais vous-même au plan moral, vous serez plus à l'aise de faire des business qui sont légaux et licites. C'est vrai que très souvent, il y a de bons sous à se faire dans ces business illégaux. C'est vrai que parfois, c'est tentant de rentrer dans ces business illicites. Mais, sachez une chose, quand vous décidez de continuer la loi, ça peut être une source d'enrichissement rapide, mais quand la loi vous attrape, elle est sévère. Vous pouvez gagner des millions dans un business illégal, mais quand la loi vous attrape, ou bien quand les choses changent, vous dépensez beaucoup plus que vous n'y avez investi. Je ne juge personne, chacun fait ce qu'il veut, mais le conseil que je peux vous donner, c'est de vous méfier des business illégaux et illicites. Parfois, ils ont des bonnes rentabilités en des temps records. Parfois, ils vous aident à gonfler vos marges. Mais au plan moral et au plan légal, vous vous exposez à des difficultés beaucoup plus sévères que les avantages que vous avez bien pu en tirer. Donc, première condition, que le business soit légal, qu'il soit licite. Deuxième, il ne faudrait pas que ce business-là souffre de ce qu'on appelle un vide juridique. Il ne faudrait pas que ce business-là soit comme un champ
où chacun fait ce qu'il veut, où il n'y a pas véritablement de loi. C'est ce qu'on appelle un vide juridique. Si ce business-là n'est pas réglementé selon les lois du pays, vous pouvez y entrer, mais sortez vite ou bien soyez prudent avant que ça ne se gâte comme on dit. C'était le cas de l'agro-business ici en Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez, il y a quelques années, certaines personnes ont fait beaucoup d'argent dans l'agro-business. Au moment où la majorité a commencé à s'intéresser, l'État de Côte d'Ivoire est intervenu sous prétexte que ce business-là n'était pas, je crois, je ne sais plus trop ce qu'ils ont dit, je crois qu'il n'était pas légal. Mais c'est le mot parce que l'agro-business n'était pas structuré autour des tests juridiques clés. Il y avait une absence juridique formelle, il y avait une absence, le mot va me venir, mais juridiquement parlant, le business n'était pas solide. Quand c'est comme ça, vous êtes exposé. Donc quand vous voulez rentrer dans un business, assurez-vous de savoir ce que la loi dit sur ce business. Assurez-vous de savoir qu'il y a un cadre juridique, voilà, il y a un cadre juridique bien formel qui existe, de telle sorte que vos risques soient mesurés, de telle sorte que vos risques soient calculés. Ce n'est pas que quand ça va commencer à bien prendre, alors quelqu'un va intervenir et dire ce business n'est pas légal, alors je ferme ce business. Donc, assurez-vous qu'il n'y a pas un vice juridique. Et quand il n'y a pas de cadre juridique, il vous est difficile de pouvoir rester en justice en cas de conflit. Parce que justement, il n'y a pas de cadre juridique. Ça m'amène à entrer dans la troisième exigence juridique, qui est la couverture juridique. En affaires, on est en affaires. Certaines personnes aiment dire no pitching business. Pas pour être méchant, mais pour dire que quand on en a fait, on en a fait. Ce n'est pas parce que tu t'associes avec des amis d'enfance, ce n'est pas parce que vous avez fait la terminale ensemble que vous allez vous mettre en business et vous n'allez pas signer de contrat. Par contrat, il ne faut pas forcément voir quelque chose devant le notaire, il ne faut pas forcément voir quelque chose qui a été fait par un avocat, mais je veux dire, pour chacune de vos collaborations, signez un papier. C'est vrai que verbalement, c'est un contrat, mais un papier écrit a plus de valeur que les simples mots mis en les simples mots. C'est pourquoi, quand vous voulez vous associer avec un membre de votre famille, je vous recommande de faire un contrat pour qu'il fasse la part des choses entre voilà celui-là que vous êtes chaque jour à la maison, dans la famille, et celui que vous êtes quand il s'agit de parler d'affaires. Chers amis, faites-vous suivre juridiquement. Aujourd'hui, il y a des juristes qui ont compris qu'il y a un besoin, donc ils proposent leurs services aux PME. Alors, vous pouvez me contacter après. J'ai une très bonne amie, Ange, qui m'accompagne dans la plupart de mes contrats. Je peux vous donner son contact. C'est ma manière, elle, de lui être reconnaissant pour toutes ces fois où elle m'a accompagné dans mes contrats juridiques. Vous voulez vous associer avec 4 amis pour monter un business de 2 millions, chacun doit envoyer 500 000, je vous recommande, signer un papier. Allez-y voir une juriste, allez-y voir Ange ou même mes autres amis juristes, ils vont faire un contrat entre vous qui va réguler votre collaboration. Non seulement ça va redonner un tonus à votre association, ça va donner du sérieux à votre association, mais surtout, ça va permettre à chacun de rentrer dans ses droits et dans ses devoirs. De telle sorte qu'en cas de conflit, vous avez une base juridique pour pouvoir mener les actions juridiques qui s'imposent. Du coup, pour entrer dans un business qu'on a compris, qu'on contrôle, on doit s'assurer qu'on répond aux 3 exigences juridiques. La première exigence juridique, c'est que le business est légal et licite. La deuxième exigence juridique, c'est que il y a un cadre juridique bien formel. Et la troisième, c'est qu'il y a une couverture juridique à travers des contrats que vous devez faire signer pour toutes vos collaborations. C'est clair, la nature du contrat dépend du montant que vous êtes prêt à investir dans ce business. Si vous voulez investir des millions dans un business, par exemple, vous voulez vous associer en immobilier, pourquoi ne pas aller jusqu'à chez un notaire? Mais si c'est un business de 250 000 francs, vous pouvez vous contenter de signer un papier, je crois, sous réserve de mes juristes, que un papier signant 2 personnes fait office de contrat. J'espère que vous avez compris ce 3e feu et que vous allez vous assurer qu'il est vert avant de valider une idée de business. Nous passons au feu suivant. Alors, le feu suivant, c'est revenu passif. Qu'est-ce qu'un revenu passif? Un revenu, a dit passif quand vous le gagnez lorsque vous arrêtez de travailler activement. Donc, un revenu passif implique que vous ne changez pas forcément votre temps contre de l'argent. La plupart des salariés que nous sommes, c'est un revenu actif parce qu'à la vérité, quand on va arrêter de travailler pour cet employeur, nous aussi va arrêter de nous payer. On échange notre temps contre de l'argent.
Donc, tout revenu passif est limité parce que toute personne sur la Terre dispose de 24 heures. Du coup, enfin, tout revenu actif, tout revenu actif est limité parce que, à la vérité, le revenu actif, c'est quoi? C'est le fait que j'échange mon temps contre de l'argent et si j'arrête de travailler, alors cette source-là aussi s'arrête. J'ai donné l'exemple du travail salarié, par exemple, qui, s'il arrête de venir chez son employeur, quelque temps après, forcément, l'employeur va arrêter de le payer parce qu'il n'est plus en train de lui vendre son temps. Alors, un bon business, un business idéalement bon, c'est celui qui nous génère des revenus passifs. Donc, dans le quatrième feu du coco carré, c'est que vous devez privilégier des business qui vous génèrent des revenus passifs. C'est-à-dire qui ne nécessitent pas forcément votre présence physique continuelle. Pour qu'un revenu soit passif, il y a forcément un travail préliminaire à faire qui est actif, mais faites de telle sorte que vos revenus commencent à se transformer en des revenus passifs, ou du moins vos business soient des business qui sont passifs. Parce que vous n'allez pas échanger tout votre temps contre de l'argent. Ça sert à quoi d'avoir beaucoup d'argent et de ne pas avoir le temps pour profiter de ce que nous aimons, de notre famille, de pouvoir aller au cinéma, de pouvoir aller à la plage, parce qu'on est obligé de travailler. Donc un business qui est idéalement bon, c'est un business qui te génère des revenus passifs. Tu as compris la définition des revenus passifs, c'est un revenu où tu n'es pas obligé forcément d'être physiquement présent pour qu'il fasse rentrer l'argent dans tes poches. Je vais vous donner un exemple. La formation. Je suis dans la formation à travers mon cabinet École des finances personnelles. Au début, nous organisons uniquement nos formations dans des salles. Et il me fallait mobiliser mes samedis pour le faire. Il fallait louer une salle. Il fallait trouver les repas. Il fallait faire des supports de formation. C'était quand même assez lourd à organiser. Mais il fallait le faire, c'était un début. Ce revenu était très actif. Il était rentable, mais il était très actif. Jusqu'à ce que je comprenne que je devais digitaliser mes formations. Par exemple, cette formation que vous êtes en train d'écouter maintenant, je l'ai enregistrée une seule fois, mais à chaque fois que quelqu'un voudra se connecter, je ne serai pas obligé de venir m'asseoir pour dire les mêmes choses. Je suis en train de rendre passifs mes revenus. Donc vous aussi, quand vous rentrez dans un business, s'il est actif, commencez à réfléchir comment vous pouvez le transformer en revenu passif. Ou du moins, privilégier les opportunités d'investissement qui vous génèrent des revenus dits passifs. Si l'investissement que vous voulez faire nécessite votre implication totale dans sa gestion au quotidien et qui affiche une bonne rentabilité, il ne s'est pas passif, vous pouvez le faire, mais tout en ayant à l'idée que vous devez trouver le moyen de rendre ce revenu-là passif. Je vous l'avais dit d'entrée, ça c'est l'idéal. Vous pouvez avoir un très bon investissement que vous comprenez, que vous contrôlez, où le cadre juridique est bon, mais qui malheureusement nécessite votre présence active. Ce n'est pas pour autant que vous allez renoncer à un tel business. Vous devez le faire, mais tout en mettant à l'esprit que vous devez trouver le moyen de rendre ce revenu-là passif. Alors, chers amis, chers abondants, chers candidats à l'entrepreneuriat, voici présenté le coco carré. Co comme comprendre, co comme contrôle, K comme cadre juridique, R comme revenu passif. J'espère que vous avez parfaitement compris pourquoi il est important d'utiliser le coco carré afin de vous garantir le succès dans chacun de vos business. Et pour résumer, nous allons dire que le coco carré est un test que M. Christian Kobou, le Jack Ma africain, votre ami abondant, a mis sur pied, qui permet de valider un bon projet d'investissement. Alors, selon le cas du coco carré, une activité est fiable, présente les caractéristiques suivantes. Quand c'est une activité dont vous comprenez le fonctionnement, une activité avec laquelle vous êtes à l'aise, quand c'est une activité sur laquelle vous avez un moyen de contrôle et la possibilité de vous en retirer à votre convenance, quand c'est une activité légale et licite qui se déroule dans un cadre juridique bien établi et qui offre la possibilité d'ester en justice en cas de conflit. Et enfin, quand c'est une activité qui vous génère idéalement des revenus passifs. Que retenir pour terminer?
qu'il est très imprudent d'investir dans une affaire, quelle que soit sa rentabilité, tant que le coco n'est pas carré. Je réponds pour faire comme un instituteur. Il est très imprudent, répétez avec moi s'il vous plaît. Il est très imprudent d'investir dans une affaire, quelle que soit sa rentabilité, tant que le coco n'est pas carré. Le coco est carré quand les 3 premiers feux sont verts et que le 4e feu également est vert. Mais on peut se contenter d'un coco carré dont les 3 premiers feux sont verts. Cette technique, cette méthode ne vous garantit pas 100% de succès dans n'importe quel business, parce qu'il y a toujours la volonté de Dieu, il y a toujours l'approbation de Dieu malgré vos efforts, mais elle vous met à l'abri des échecs les plus évidents. C'était Christian Koubou, votre ami abondant, le Jack Ma africain. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous inscrire, ou du moins de prendre votre bonus qui est tout juste dans le lien de description de cette vidéo de formation. Pour terminer, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer une technique pour créer un business à partir de peu de budget. Nous sommes dans un processus. Premièrement, nous avons vu comment il est possible d'investir à partir de 0 francs. Là, je viens de vous montrer comment choisir un business tout en garantissant le succès. Dans la prochaine vidéo, je vais maintenant vous montrer comment monter un business, votre premier business, avec très peu de revenus. Merci d'insister. Merci d'avoir suivi cette formation. N'hésitez pas à la partager avec vos proches. N'hésitez pas à me faire des comebacks, des retours, des commentaires. N'hésitez pas à me poser vos questions. Dans la mesure du possible, je vous enverrai des réponses. Je prends plaisir à vous partager mon expérience. Je prends plaisir à vous partager le peu que j'ai appris et le peu que je peux. À bientôt. À bientôt. À bientôt.